Adrien, tu as rassemblé une très belle collection, une énorme collection de photographies qui parlent de mythologie féminine. Quelle a été ta démarche? Quelle est l'idée de cette collection? Comment ça se passe? Effectivement, le mot mythologie féminine est le mot le plus approprié. Au cours du XXe siècle, il y a eu plusieurs mouvements. Le futurisme et des mouvements d'avant-garde, le futurisme, l'expressionnisme, à la fois en Europe et aux États-Unis. Et à chaque fois, ces courants sont dominés par des artistes mâles. Et les femmes répondent à toute autre chose. Elles sont avant-garde, elles inventent, elles innovent, elles procèdent aussi par des ruptures de paradigme, par des changements de point de vue et aussi par une démarche très radicale. Et leur singularité, ça c'est le point de vue que je développe dans notre publication, c'est que au lieu de répondre uniquement aux ruptures voulues par les mouvements comme le futurisme, avec la guerre, avec l'extrême radicalité et la violence, les femmes répondent à une histoire beaucoup plus longue que j'appelle mythologie féminine, qui les ramène vers les reines, les figures mythologiques, où les femmes avaient un pouvoir à la fois politique et un pouvoir citoyen à l'époque, donc au début XXe, où elles n'avaient aucun pouvoir, pas de droit de vote, pas de droit de devenir artiste et exclues de l'ensemble des cercles artistiques. Et Valentine de Saint-Point, par exemple, elle était la seule femme appartenant à la direction du mouvement futuriste. Et tous les autres artistes, paradoxalement pour un mouvement d'avant-garde, s'occupaient des disciplines relativement classiques comme peinture, sculpture et poésie. Et Valentine de Saint-Point s'est inventé une discipline nouvelle que beaucoup d'historiens de l'art n'ont pas réellement vue. Et elle avait mis au dos de ses manifestes le mot « action féminine » et signé la poétesse Valentine de Saint-Point. Donc elle était à la fois poète et l'idée de l'action féminine est un projet artistique qu'elle a ébauché. Alors ébauche, c'est très important aussi puisque c'était l'idée de Marinetti. Beaucoup d'historiens de l'art n'ont pas vu non plus que dans le manuscrit du manifeste que l'on encense, que l'on utilise comme le top départ dans la plupart des expositions comme le futurisme au Centre Pompidou, on s'est basé sur la version imprimée du manifeste du futurisme. Et ce que j'ai fait comme recherche, que j'appelle autopsie du manuscrit du manifeste, je suis parti voir le manuscrit et analyser toutes les parties rayées, supprimées. Et donc, dans les parties supprimées, on a cette phrase absolument magnifique qui est « Nous condamnons donc l'art en tant que réalisation », ça veut dire tout ce qui est production, c'est un coup de pied au derrière de l'ensemble des artistes de ses contemporains, et nous le concevons que dans un mouvement d'ébauche. L'art, c'est simplement une possibilité de conquête absolue. Pour l'artiste, accomplir, c'est mourir. Et donc, on voit très bien la réponse, parce qu'il y avait une dualité de concurrence à la fois entre les femmes et les hommes au sein de ces mouvements. Valentine de Saint-Point qui devance, qui va au-delà de cette intuition qui a été supprimée en parlant de l'action féminine qui n'est pas une discipline comme la peinture et la sculpture. Peut-être que c'est l'origine de la performance, peut-être que c'est l'origine d'autres actions. Valentine de Saint-Point a passé beaucoup de ses années futures à développer son action politique en Égypte. Elle a écrit le livre « La vérité sur la Syrie » qui traite de point de vue géopolitique de l'ensemble des problèmes d'aujourd'hui, du Djebel Druze, du Grand Liban, de la Palestine. Donc la production n'est pas la finalité de l'artiste et on rentre vraiment dans le schéma des grandes réflexions sur la pratique, l'attitude artistique en tant qu'œuvre d'art et non pas la production. Et on est à la fois dans le champ de l'art conceptuel, on est dans le champ de la performance, on est chez Beuys avec le matériau social comme matériau de la pratique artistique, on est ou le matériau politique comme le matériau de la pratique artistique. Nous sommes au début XXe, nous sommes dans l'émergence des idées et nous sommes très liés à ce qui s'est passé dans les années 60-70 avec l'émergence de la performance en tant que discipline à part entière. Mais ici, je montre les ancêtres, et les ancêtres étaient plutôt des femmes parce que les hommes s'occupaient plutôt des disciplines classiques.
Alors en parlant d'ancêtres, c'est une exposition qui touche énormément à la danse, à l'art vivant. Il y a ici beaucoup d'ancêtres de la danse, on pense notamment à la métachorie, c'est ce qui vient en tête. Est-ce que tu peux en parler un peu de la métachorie? Voilà, la métachorie est l'origine de l'abstraction. Ouais. Et cette abstraction, là aussi c'est un projet inachevé et n'a pas pu mener à terme. Il voulait créer une école de la métachorie, comme Mary Wigman a créé son école sur invitation de Martha Graham aux États-Unis, mais là aussi ça n'a pas très bien marché. Mais il y a des réseaux, des femmes qui se rencontrent, d'autres qui ne se rencontrent pas, mais qui auraient pu se rencontrer. Et la métachorie était une invention d'une danse idéiste, c'est-à-dire qui sortait des premières expériences de performance comme Valeska Gert, qui étaient plutôt liées à la discipline de pantomime. Isadora Duncan, c'était la liberté totale dans la danse, mais c'était toujours lié à la musique. Et la métachorie était une danse qui était déconnectée de la musique. Et Valentine de Saint-Point a fait la première performance de musique dissonante aux États-Unis, à New York en 2017. On a un de ses manuscrits de texte et le programme de New York. Et c'était une déconnexion totale de la danse par rapport à la musique et une absence totale de forme mimétique de la musique envers la danse et de la danse envers la musique. Donc c'est à la fois conceptuel, c'est radical, ça permet des ruptures et des autonomies des disciplines et ça permet à ce que musique et mouvement dans l'espace arrivent à innover sans être assujettis à une discipline mimétique ou de redondance ou de copie ou de répétition. D'accord. Et plus précisément sur votre démarche, ça ressemble beaucoup plus à une démarche d'artiste qu'à une démarche de collectionneur. Est-ce que vous pouvez parler de ce processus comme ça? Absolument. Donc ça, c'est le cœur du projet. Cette expo, en fait, c'est une démarche artistique en soi. La démarche artistique, donc, qui consiste à ne pas produire nécessairement une peinture, une sculpture, une photographie, mais développer une attitude artistique qui lie le travail du collectionneur, le travail du commissaire, le travail de l'écrivain, le travail du penseur, le travail du théoricien, le travail de l'historien de l'art, au travail du technicien qui remixe les vidéos, qui fait les génériques, au travail du restaurateur qui restaure les photographies ou les pièces anciennes, au travail de l'encadreur, au travail donc c'est vraiment l'ensemble des échelons. Et donc il y avait cette idée au départ, au début du XXe siècle, avec Wagner et l'opéra, et Valentine de Saint-Point s'en est emparé aussi l'idée de l'art total. Et là, c'est en fait une idée de l'art curatorial, c'est que le matériau artistique, le médium artistique n'est pas la vidéo, c'est la création du musée. C'est presque une nouvelle discipline que j'essaye de créer. Avec un regard neuf, toujours. Voilà, absolument. Et l'exposition, donc, c'est une œuvre d'art, puisque c'est le graphisme, le design, à la fois le design du livre, le design de l'espace. Effectivement, c'est très minimaliste, parce que je ne supporte pas que les moyens utilisés soient trop disproportionnés par rapport à l'œuvre. Ce que je veux, c'est que chaque pièce, donc c'est une acquisition sur 15 années. Je me suis battu pour avoir chaque pièce dans les enchères, par des réseaux de galeristes qui me proposent, avoir un maximum de connexion pour pouvoir sauter sur les choses avant que ça soit connu par le grand public, donc directement chez les ayants droit. Beaucoup de pièces ici sont des lots qui ont été confiés par exemple par Mary Wigman à un de ses amis éditeurs ou danseurs, avec énormément de pièces dédicaces. Donc on est là vraiment un court-circuit entre mon intimité, c'est-à-dire que ce que j'ai pu endurer à la fois comme sacrifice pour pouvoir financer cette collection et aussi comme particularité de pensée à pensée, d'héritage à héritage. Et je suis devenu d'une certaine manière l'héritier de ces personnes parce que les ayants droit voulaient se débarrasser de certaines pièces. Donc il y a énormément de choses qui viennent vraiment, c'est pas des pièces que l'on peut trouver dans les ventes d'une gigantesque compagnie d'assurance à une grosse galerie new-yorkaise avec des sommes gigantesques. Donc c'est un processus qui lie la vie de ces artistes et du reste, la particularité de cette exposition, c'est que je suis chaque artiste
Depuis, le tout début, les premières expériences de création, même à la fois en tant qu'ébauche ou même de manuscrits, jusqu'à la vieillesse de ces artistes. Donc c'est un processus total. Dans la plupart des expositions dans les musées, on met l'œuvre la plus connue, alors que là, d'abord, les meilleures œuvres sont les œuvres inconnues. Il y a des œuvres qui mériteraient effectivement d'être connues, et c'est tout le départ multipolaire et multinodal de cette exposition part sur plusieurs étapes. Donc la première étape, c'était en tant qu'exposition précurseur en 2009 à la Biennale Performa de New York, et petit à petit, il y a eu ici, mais l'exposition va aller ailleurs, à Budapest, à Guangzhou, et durant tout le processus d'élaboration, même depuis 15 années où je m'occupe de l'acquisition, j'ai pu aussi nourrir d'autres expositions, comme par exemple Traces du Sacré au Centre Pompidou, comme par exemple Danser sa vie, où j'étais conseiller artistique et aussi prêteur avec une cinquantaine de pièces prêtées, et puis bien d'autres expositions comme au MoMA, Inventing Abstraction, avec toute une page d'une de mes photos de Marie Wigman dans leur catalogue d'exposition. Donc c'est une exposition recherche, c'est une exposition évolutive, et la masse de choses que je découvre au fur et à mesure, que beaucoup de commissaires ne connaissent même pas, parce que la plupart du temps on choisit sur catalogue des expositions des années 70, mais aucune de ces œuvres n'a jamais été réellement exposée, et aucune exposition réellement liée à la danse féminine n'a jamais pu avoir le jour. Et du reste, la plupart de ces pièces n'existant dans aucune collection, on comprend pourquoi il n'y a pas eu d'exposition réellement exhaustive et focalisée sur ce sujet.